Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Alors aujourd'hui on va parler de la comédie musicale La Belle et la Bête qui a été jouée au Théâtre du Parc à Bruxelles. Alors non, rien à voir avec le film Disney cette fois. Pourquoi je dis cette fois? En gros, cette pièce là c'est la comédie musicale sur La Belle et la Bête que je méritais et que je n'ai jamais eu. Alors, de quoi je suis en train de parler? On va faire un petit retour en arrière. Il y a quelques temps, il y a pas mal de temps, je crois que c'était dans mon musical reaction sur Elisabeth que j'avais été voir au château du Carpet, la première mondiale en français. Il me semble que c'était dans cette vidéo là. J'ai évoqué une pièce que j'avais été voir et que j'avais pas du tout aimé, que j'avais trouvé très mauvaise sur plein d'aspects. Je pense à une comédie musicale que j'avais été voir il y a quelques mois, en avril 2022. Et je pensais éventuellement faire un musical reaction dessus, mais j'ai tellement pas aimé que je me suis dit que ça servait à rien, que ce serait pas constructif, que j'allais juste démonter la pièce. Bon, en soi, même quand une pièce est très mauvaise, n'importe quelle critique peut être constructive, mais c'est vraiment une pièce que j'ai pas du tout aimée. J'avais décidé de pas en parler parce que c'était sur une troupe semi-amateur, enfin c'était joué par une troupe semi-amateur, et le but de ma chaîne c'est pas juste de cracher sur des petites troupes. Et là j'aurais juste fait ça parce que j'ai vraiment quasiment rien aimé dans cette pièce. Enfin non, j'ai pas rien aimé, bref. J'avais pas grand chose de positif à dire dessus et j'étais ressorti de là vraiment très pas content. Pas content pourquoi? Parce que c'est une comédie musicale sur La Belle et la Bête. Sachant que déjà à l'époque j'habitais à Bruxelles et j'avais pas encore vu beaucoup de pièces en live, hein, pas comme maintenant depuis que je suis à Paris. Et du coup je vois une annonce passer, comédie musicale La Belle et la Bête, redécouverte totale du conte machin. Et je suis en mode, mais putain mais c'est trop bien, La Belle et la Bête. Faut savoir que c'est un conte que j'adore, j'adore le conte, j'adore l'histoire, j'adore le film Disney, la musique du film Disney. Oh. Non mais dès que ce film Disney s'ouvre, qu'on voit le château et puis avec la musique un peu mystérieuse comme ça, mais oh, je meurs. Bref, tout ça pour dire que je suis un énorme fan de La Belle et la Bête, et la comédie musicale dessus, j'étais en mode putain mais trop bien. En plus il y avait marqué redécouverte au total du conte, l'affiche elle avait l'air très stylée, on voyait le visage de la bête en gros plan, à moitié caché dans l'ombre, enfin ça me donnait trop envie, et comme d'hab quand j'ai trop envie de voir un truc, je me spoil pas, je me renseigne pas, je me dis je veux trop aller le voir, je veux tout découvrir sur scène. Et j'ai été grave déçu. J'avais beau être super hype, j'avais une peur, c'était qu'il se base à fond sur le film Disney. Et sachant que Disney est déjà une comédie musicale, du coup je me dis j'espère qu'ils vont pas trop se baser sur le film Disney. Ils ont rejoué le film Disney sur scène. Il y avait les mêmes chansons, la même mise en scène. Je voyais vraiment le film Disney joué sur scène, mais en mode pas très bien fait. Enfin les décors, je suis désolé, hein, mais les décors étaient pas ouf. Les costumes, je m'en rappelle pas, ils étaient pas si terribles de mes souvenirs. Le jeu d'acteur, bon c'était pas ce qu'il y avait de plus ouf, mais bref voilà. Et il y avait certaines chansons qui n'étaient pas dans le film Disney. Il y en avait une chanson qu'ils ont ajoutée quand Belle voit la rose pour la première fois. Elle était pas mal, même s'il y avait des trucs de mise en scène un peu clichés, des espèces d'ombres qui passaient sur scène si je me rappelle, mais enfin c'était il y a longtemps, je me rappelle plus très bien. Mais ils avaient fait des choix artistiques qui n'avaient aucun sens, mais vraiment il y avait des choix artistiques, des chansons qui n'étaient pas là de base, ça n'avait pas de sens, enfin vraiment, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que le but c'est pas de parler de cette pièce là, mais vraiment j'avais acheté en plus les tickets les plus chers pour être bien placé. En plus c'était dans une ville loin de chez moi, j'avais pris le train, je m'étais tapé des heures juste pour aller voir cette pièce, et puis au final c'était le film Disney mais en version moins bien quoi. J'étais vraiment giga déçu, et c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo dessus parce que ça aurait juste été craché dessus parce que j'étais pas content. Enfin bref, cette pièce m'avait énormément frustré. Surtout que voilà, ils disaient redécouverte du conte, mais redécouverte de quoi? Vous avez rejoué le film Disney les gars, à un moment on mentait pas sur vos trucs. Si ça avait été dit clairement le film Disney sur scène, là ok. Surtout qu'en plus l'affiche avec la tête de la bête en gros plan, c'était même pas comme ça qu'il était maquillé, hein. Sur scène son maquillage était beaucoup moins ouf que présenté sur l'affiche. Donc pour moi en fait c'est ça le plus gros point négatif de cette pièce qui m'avait le plus frustré, c'était vraiment un peu la publicité limite mensongère quoi. Enfin voilà, ça c'était pas ça annonçait pas du tout cette couleur là. Du coup la nouvelle comédie musicale sur La Belle et la Bête des années après, qui n'a rien à voir, pas jouée par les mêmes gens, pas par la même troupe, pas par les mêmes producteurs, pas au même endroit, enfin vraiment rien à voir. Là c'était une vraie redécouverte totale du conte, ça n'avait rien à voir avec le film Disney, la mise en scène n'avait rien à voir, les chansons n'avaient rien à voir, même l'histoire je dirais pas qu'elle avait rien à voir vu que c'est quand même l'histoire de La Belle et la Bête, mais le conte original Disney a quand même fait à sa sauce. Ben là, cette pièce-là a quand même fait à sa sauce aussi, mais basée sur le conte original, ce qui fait qu'il y a plein de trucs
plein d'aspects de l'histoire qui n'a pas du tout dans le film Disney. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est aussi vraiment une totale redécouverte. Et c'est vraiment la pièce de La Belle et la Bête que j'attendais depuis des années, que je n'ai jamais eu et que je méritais. C'est un peu comme ça que je le vis. Mais il n'y a pas que ça qui m'a marqué avec cette pièce, hein. Bien évidemment, j'ai pas été la voir juste par rapport à l'autre pièce que j'avais vue, hein. Clairement pas. J'y pensais un petit peu en y allant, mais je savais bien que ça allait être différent. Et je me basais pas mes attentes en fonction de la pièce que j'avais vue précédemment, pas du tout. Juste, je fais le parallèle parce que c'est ce que j'avais espéré et ce à quoi j'aurais pu m'attendre en voyant la première pièce. Bah, c'est totalement ce que j'ai pu voir dans celle-là en fait. C'est surtout pour ça que je dis ça. Enfin, soit, assez d'introduction. Parlons de la pièce concrètement. Alors déjà, dans cette pièce, il faut savoir que les deux rôles principaux étaient joués par des gens que vous connaissez, vu que Belle était jouée par Romina Palmieri, dont je parlais justement dans mon musical reaction sur Elisabeth, vu que c'est la deuxième comédienne qui a joué Elisabeth. Oui, j'avais parlé du fait qu'il y avait eu deux comédiennes qui ont joué Elisabeth, une pendant les premières représentations qui n'avait pas pu faire la suite, et du coup toute la suite, c'est donc le gros de la comédie musicale, en fin de compte a été repris un peu en dernière minute par Romina, qui en dernière minute a appris le rôle et toutes les chansons. Je suis encore bluffé pour ça, mais on va pas revenir là-dessus. Je vous invite à aller voir mon musical reaction sur Elisabeth pour en savoir plus à ce sujet. C'était une dinguerie. Et puis, dans le rôle de la bête, nous avons notre chère Kapline. Kapline qui jouait la mort dans Elisabeth, que j'ai interviewé même sur ma chaîne, qui jouait dans Merlin, Merlin, la légende musicale, le banger, qui n'en était pas trop un, j'en ai parlé dans une mini critique. Et puis qui joue aussi dans West Side Story, hein, Tony, c'était lui. Et puis d'ailleurs, Maria dans West Side Story, c'était cette chère Romina. Les voilà de nouveau réunis pour la troisième fois dans les deux rôles principaux. Décidément, ces deux-là se sont bien trouvés, faut croire. Avant de parler de la forme et de l'aspect plus technique, on va parler du fond. Donc je disais que c'était une totale redécouverte du conte. C'est totalement ça, ils se sont vraiment basés sur le conte de base et ont fait à leur sauce. C'est un peu plus proche du conte de base que Disney, même s'il y a plein de trucs qu'ils ont changé et qu'ils ont réinterprété, hein. Mais il y a plein de trucs qui changeaient par rapport à l'histoire qu'on connaît tous, parce qu'on va pas se mentir, l'histoire que la plupart des gens connaissent de La Belle et la Bête, c'est l'histoire racontée par Disney. Du coup, je vais faire quand même un petit résumé de cette pièce-ci. Donc c'est l'histoire de Belle, de sa sœur qui s'appelait Enora, je crois, et son père, qui ne s'appelle pas Maurice, qui s'appelle... J'ai oublié. Qui s'appelle le père. Voilà. On comprend que la famille, qui est de base plutôt aisée, elle est un petit peu dans la merde. Le père a des dettes, ils sont obligés d'aller partir vivre dans un petit village paumé, on sait pas où, dans des petits bois loin, dans la ferme où habitait sa mère quand elle était plus jeune. Sa mère. Quand je dis sa mère, je dis la mère de Belle, hein, pas la mère du père, la femme du père, la mère de Belle et sa sœur, la femme qui est morte. Bref. Et bon, de base, ça n'enchante pas vraiment les deux jeunes filles, mais pas le choix. Seulement, il y a deux trucs négatifs. Enfin, en dehors du fait que ce village est vraiment triste à souhait, d'ailleurs il y a même une chanson là-dessus, mais je reviendrai pour le point chanson. Alors, le premier truc, c'est que il y a le pasteur du village qui s'est entiché de Belle. Enfin voilà, Belle, comme son nom l'indique, elle est particulièrement belle, et du coup le gars il veut la ken, hein, on va pas se mentir, on va pas passer par quatre chemins, il veut la ken, et ça par tous les moyens, quitte à faire de sa vie un enfer. Enfin bon, c'est ce qu'il dit, mais au final ça se concrétise pas trop, mais on y reviendra plus tard. Et deuxième point négatif, c'est qu'il y a un bruit qui court, que le village il est pas loin d'une forêt, et qu'au fin fond de la forêt il y a un château maudit, hein, le château dans lequel est la bête, on s'en serait douté. Et puis un beau jour, le père de famille repart dans le centre-ville pour essayer de faire fortune, enfin de refaire fortune, parce qu'il essaie de développer un commerce, et là il espère que cette fois ça va marcher. Sauf que non seulement ça n'a pas marché, mais en plus de ça, sa calèche fait un accident sur le chemin du retour, il arrive à s'en sortir et il trouve refuge dans le manoir de la bête. Là, il y a juste un majordome qui lui offre à manger, et du coup il mange. Et tout va bien, seulement dans le fond de la pièce, il y a 3 roses accrochées au mur. Et le daron se rappelle que en partant en ville, il avait demandé à ses filles s'il voulait qu'il leur ramène quelque chose. Enora avait demandé une robe, et Belle, j'allais dire Elisabeth maintenant. Je suis matrixée. Et Belle avait demandé une rose. Elle avait dit une rose, moi ça me va très bien. Mais bon, vu que le père a tout perdu, qu'il a eu un accident, évidemment la robe pour la sœur, il l'a pas, et il s'est dit... Mais il y a des roses là, trop bien, allez, je vais prendre une rose, c'est pas ça qui va tuer le maître du manoir. Comme ça, j'aurai au moins une rose pour Belle, quoi. Parce que le gars, il est trop mal et il sait que ses filles sont pas heureuses là, lui non plus est pas heureux de cette situation. Il se dit au moins j'ai la putain de rose, quoi, merde. Du coup, il prend une rose. C'était le truc à pas faire. Parce que là, du coup, la bête débarque et elle est pas très contente. Elle est en mode, frère, je t'ai laissé entrer chez moi. Je t'ai laissé manger chez moi. Moi, je t'aidais, t'étais dans le mal. J'ai vu que t'étais dans le mal. Du coup, je te donne à manger, y a pas de souci.
Et putain, tu me voles une rose! Parce qu'en plus, le gars il est maudit. Au dernier pétale de la dernière rose, le gars il restait une bête pour toujours. On connaît l'histoire. Mais là déjà, il n'avait plus que 3 des roses. Et le gars il en prend une comme ça. Une rose en moins d'un coup. 1000 pétales en moins d'un coup. Je sais pas combien de pétales a une rose. C'est certainement pas 1000, mais peu importe. La bête, bah tu m'étonnes qu'il a la haine. Il est en mode, mais vas-y, bah nique, t'es mort. Tu vas être mon prisonnier, pour toujours. Non, d'abord il lui dit je vais te tuer, puis il lui dit non, tu vas être mon prisonnier. Enfin voilà, il se calme un petit peu, grâce au majordome qui arrive quand même à tempérer le bazar. Et puis il y a les fées de la forêt, parce que oui, il y a des fées et des êtres un petit peu surnaturels. Parce que pourquoi la bête est maudite? À cause d'une fée, c'est la... Enfin, d'une déesse, même plus qu'une fée, il y a des fées, mais il y a aussi des dieux. Et ça, c'est à cause de la déesse de l'hiver, qui était tombée amoureuse de lui, mais lui avait ri au nez, s'était foutu un petit peu de sa gueule. Du coup, ben, elle l'avait pas trop bien pris, ce qui est compréhensible, et c'est comme ça qu'elle l'a maudit. Mais donc, il y a des êtres surnaturels qui sont les êtres de la forêt, et donc deux divinités. Et ces divinités, elles arrivent à calmer la bête en lui disant, écoute, la fille qui voulait une rose, c'est peut-être celle qui va te libérer de ton maléfice, parce que son maléfice peut se libérer si quelqu'un tombe vraiment amoureux de lui, malgré son apparence. Et les dieux là ils disent, écoute, on est des dieux, on sait ce qu'on dit, on n'est pas con, on a une intuition, cette fille, il y a moyen qu'elle te sauve. C'est peut-être celle qu'il te faut, peut-être que c'est ton véritable amour, et inversement. Du coup, la bête dit au père, tu vas te barrer avec ta rose, mais alors ta fille elle revient et elle prend ta place. Parce que la bête ne peut pas forcer Belle à aller chez lui, parce que il faut qu'elle vienne de son plein gré. Si il la force à venir, la malédiction ne peut pas être rompue, ça ne marchera pas, il faut qu'elle vienne de son plein gré. Du coup finalement le père rentre chez lui par le miroir magique. J'ai pas parlé de miroir magique. Bon, en gros, le majordome, sachant le plan de la bête et ce qui est en train de se passer, a fait livrer chez Belle un miroir magique qui sert de portail entre chez Belle et la bête, sachant que l'autre miroir est dans le cachot où se trouve le père de Belle. Voilà, ça c'est le miroir magique. Du coup, Maurice passe, il s'appelle pas Maurice, le père passe par le miroir magique. Oulala, miroir magique, mais comment est-ce possible? Bref, on passe les détails. Belle, évidemment qu'elle va pas laisser son père repartir. Elle y va de son plein gré pour sauver son père, elle prend sa place, et c'est comme ça qu'elle se retrouve dans le château de la bête, et puis après, advienne que pourra entre nos deux personnages. Oh là là, ce résumé était beaucoup trop long, mais vu que c'est basé sur une histoire qu'on connaît, mais qu'on connaît pas tout à fait, parce que là ça vient d'un conte que beaucoup de gens n'ont pas lu, et que là c'est une réinterprétation du conte, et c'est même pas le conte original, c'est une autre version avec des trucs qu'il n'y avait pas dans la version que tout le monde connaît, il fallait quand même mettre les points sur les i, parce que certains éléments vont être importants dans l'analyse, et si on n'a pas l'histoire et le concept, genre les fées, les dieux, les machins de base, bah du coup on est un petit peu perdu, donc autant mettre les choses au clair directement. Mais maintenant nous pouvons passer à l'analyse. On va d'abord parler de la mise en scène. Alors la scénographie, comment elle se présentait? On avait un décor central et puis des décors sur les côtés. Le décor central, c'était une habitation qui pouvait se tourner en fonction de l'endroit où on était. D'un côté, c'était la ferme dans le petit village. De l'autre côté, c'était le château de la bête, et entre les deux, sur le côté, on avait la prison de Maurice, et c'est parfait que ce soit sur le côté, parce que du coup, on a vraiment cette ligne, cette coupure entre d'un côté la prison de Maurice, et l'autre côté, la maison, la ferme, parce que vu qu'il y a ce miroir magique entre les deux, il faut qu'ils puissent passer de l'un à l'autre sans qu'on voit le subterfuge. Et d'ailleurs à ce niveau là c'était très bien fait, je sais pas comment ils ont fait, parce que avant que le majordome installe le miroir contre le mur, c'est pas un truc qui était déjà contre le mur dans la ferme, c'est vraiment un accessoire qu'il a pris, qu'ils ont juste appuyé contre le mur, puis le décor s'est tourné, et d'un coup on a vu Maurice passer d'un endroit à l'autre, alors que limite que le miroir du côté de la prison de Maurice soit un faux miroir, vu que là il était directement entre guillemets incrusté dans le mur, et qu'en fait il y ait un passage, limite ça pouvait le faire, même si on a vraiment vu Maurice se refléter dedans, donc j'avais pas l'impression qu'il y ait un passage, mais limite il y a peut-être une porte coulissante, enfin je sais pas comment ils ont fait. Mais autant l'autre miroir, celui qui a été amené par le majordome dans la maison, c'était juste un accessoire, donc ils ont vraiment pas pu passer par là. Évidemment l'explication c'est qu'il y avait quand même une ouverture dans le décor qui était cachée, mais pour le coup elle était vraiment bien cachée, parce que je me demandais comment ils allaient faire le trick du miroir magique qui permet de se téléporter. Et puis je vois qu'ils le font comme ça, je fais ah ouais d'accord, ah bah autant pour moi, ok, bravo. Pour le coup c'était vraiment bien fait. Et puis les trucs sur le côté, c'était d'un côté la forêt, et de l'autre côté, quand ces décors d'arbres se tournaient, on avait les escaliers pour être dans le manoir de la bête. Sachant que le manoir de la bête se compose d'un salon au rez-de-chaussée et puis d'un deuxième étage qui mène aux chambres, étage accessible bah du coup par ces deux fameux escaliers. Franchement les décors marchaient très bien, parce que le fait qu'il y ait d'un côté cette habitation centrale qui puisse
tourner en fonction des scènes et que parallèlement à ça, il y ait ces deux trucs sur le côté qui puissent plus se rapprocher pour donner vraiment l'impression qu'on est dans une forêt ou plus s'écarter pour donner l'impression qu'on est plus dans une clairière ou alors dans le manoir de la bête tout simplement, bah, ça dynamise vraiment le plateau et ça permet de vraiment jouer avec tous ces décors pendant qu'un truc se tourne, bah, les arbres peuvent aller devant comme ça, pendant qu'un personnage est dans la forêt, bah, derrière le décor qu'on ne voit plus est caché et donc peut se tourner et se placer là où il doit être placé pour le moment où le personnage sort de la forêt. Enfin vraiment tout, la mise en scène marchait très très bien grâce à la scénographie qui était vraiment très bien pensée. Ça a commencé, je me suis dit ouais, parce que au début bah, on est dans la première maison de la famille Bell et bah là on a juste un décor avec juste un mur un peu en oblique, il aurait pu être droit, je sais pas pourquoi il est en oblique, c'était pour faire un effet un peu artistique et je me suis dit ça apporte pas grand chose au final. Et j'étais pas très convaincu et puis au final bah, c'était juste le panneau pour la scène du début, puis le panneau il s'en va et puis on a cet incroyable décor parce que non seulement il marchait très bien, il était bien pensé, mais esthétiquement il était très joli et très bien fait techniquement parlant. Esthétiquement on était dans une esthétique très cartoon, presque enfantine. On n'était pas dans une volonté de réalisme. Par exemple, dans Manoir de la Bête, s'il y a des dorures, ça va pas être des dorures vraiment faites pour donner l'impression que c'est des vraies dorures. Le côté un peu conte de fées, cartoon, c'est vraiment assumé parce qu'on est vraiment dans un conte de fées et en plus bah, c'est un contraste avec l'histoire qui est quand même assez dur. Enfin ce qui se passe c'est pas toujours joyeux, c'est même rarement joyeux. Et donc ouais t'as ce côté très décor, un peu très décor d'opéra. C'était joli malgré le fait qu'il soit dans cette esthétique là, ça se voit que c'est une volonté et c'était vraiment techniquement très bien fait dans cette volonté propre. Ça faisait à aucun moment cheap, bien loin de là, c'était vraiment super beau. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en plus le théâtre du parc c'est un théâtre qui, comme son nom l'indique, est dans un parc mais pas n'importe quel parc, le parc royal en face du palais royal de Bruxelles, donc déjà le côté un petit peu épais, c'est un très joli parc. Et le théâtre en lui-même il est relativement vieux et ça se voit dans le théâtre, il est pas très grand, les décors, on est dans une ambiance un petit peu particulière et dans ce cadre là avec ces décors là, enfin tout marchait très bien, c'était vraiment l'endroit parfait pour jouer la pièce. Mais bon, ne digressons pas, tout ça pour dire que bah, les décors étaient top et que le contraste entre ces décors et ce qui était raconté, ça apportait une espèce de féerie, de poétisme à tout ça et ça marchait très bien, ça mettait vraiment dans une ambiance très précise. Là où vu que l'histoire est relativement dramatique, on aurait pu faire un décor très sombre, très triste, très réaliste, très dur, ça aurait marché mais on aurait été un peu dans la caricature de c'est une pièce sombre et du coup tout est dramatique. Là tout ça c'était totalement déconstruit, c'était pas un truc propre, trop propre. Je dis ça vraiment dans le bon sens du terme. Surtout qu'en plus l'histoire c'était pas dramatique tout le temps. Là je dépeins comme un truc tout le temps très dramatique mais pas du tout. Il y avait des passages plus rigolos. Par exemple je mentionnais nos deux dieux, ils font parfois des petites vannes par-ci par-là. C'est très naturel, très du tac au tac. On n'a pas l'impression de ah là il y avait marqué cette blague dans le texte. Regardez j'ai dit ça, c'est drôle. Rigolez, je suis le personnage comique de la pièce. On n'était pas du tout là-dedans. Ils étaient très naturels, ils étaient hilarant, ça donnait vraiment une bonne ambiance à la pièce et c'était très bien dosé entre les côtés plus dramatiques, plus sombres et les côtés plus drôles. Pour le coup là je fais le petit point comédien, bah, j'ai rien à dire, en fait ils étaient tous très bien, ils étaient tous géniaux et puis aussi il faut que je parle de l'ensemble hein, parce qu'il y avait des chorégraphies, parce que je parlais de cette fluidité avec ces décors qui tournent etc, mais il y avait aussi des chorégraphies et quand je dis chorégraphie c'était pas allez 2-3 petits pas de danse par-ci par-là et les petites fées de la forêt qui nous ont fait un petit pas chassé et c'est bon ça danse, non c'était vraiment des chorégraphies travaillées qui marchaient très bien avec tout ce qui se passait et avec ce qui était chanté. Et c'est la parfaite transition pour passer au point chanson. Non, ce n'étaient pas les chansons du film Disney, rien à voir et j'en suis ravi. J'adore les chansons du film Disney, ne vous méprenez pas, mais là c'est pas le sujet, ok? Ben toutes les chansons étaient vraiment trop bien, elles étaient géniales, genre vraiment. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai un peu moins aimées, je parlerai de ça après, mais globalement, la plupart des chansons étaient vachement bien. J'ai aimé à un point où je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de CD de la pièce, parce qu'il y a certaines chansons, je les réécouterai mais avec grand plaisir. Ma chanson préférée, je crois que c'est la chanson juste après qu'on ait appris que Belle et sa famille doivent déménager parce qu'ils ont plus de sous. La chanson qui présente ce fameux village qui est dépeint comme un village
discret, qui est le village le plus triste du pays. Et ils sont très heureux de ce titre parce que du coup ça donne pas envie d'aller chez eux, personne les fait chier, ils sont bien dans leur coin. Et du coup on a cette chanson un peu cynique et un peu obscure qui parle du village, chantée par l'ensemble et par le pasteur. Je la trouve génialissime, elle est trop bien. D'ailleurs je crois que c'est ma scène préférée. C'est là où je découvre pour la première fois, parce que juste avant ça on était dans la maison avec le décor que j'aime pas trop du début. Du coup là on découvre la première fois les décors des arbres, et rien que ces arbres, la manière dont ils sont faits, comme je disais dans le point mise en scène tout à l'heure, on n'est pas dans des arbres réalistes tout droit, chiants. Non, c'est des arbres ludiques. Et c'est ça en fait, c'est ça le mot que je cherchais pour les décors, ils sont ludiques. Ils nous font vraiment voyager, ils sont pas chiants, ils sont pas du tout chiants. On est dans une esthétique très Over the Garden Wall, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite série Cartoon Network qui est incroyable. Mais juste, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a que 10 et ils durent genre 20 minutes chacun. C'est une série géniale où on a deux petits garçons qui se perdent dans une forêt à moitié maudite, à moitié enchantée. C'est un dessin animé magnifique et en surface ça a l'air très enfantin mais qui a plein de trucs cachés, plein de secrets cachés par-ci par-là. Et si t'es très attentif, t'arrives à trouver tous les trucs. Et encore, même moi, après l'avoir vu 3-4 fois, je crois pas que j'ai tout chopé. Enfin bref, je vais pas parler de cette série, on n'est pas là pour ça. Mais on est complètement dans cette esthétique là où tout est très ludique, très féerique. Et donc voilà, je découvre pour la première fois cette forêt et rien que ces arbres, ils me conquisent du premier abord. Et puis on a la chanson et puis la chorégraphie qui va bien avec. Et tout fonctionne, et en général chaque tableau, chaque scène qui passe, c'est partout pareil en général, tout fonctionne très bien grâce à tout ça, mais aussi bien évidemment grâce aux costumes. Ils étaient tous tellement beaux, ils étaient incroyables, ils étaient tous vraiment très qualitatifs, très beaux. On voyait bien que les tissus étaient beaux, que c'était qualitatif, que c'était pas cheap, et ils étaient ce qu'ils avaient besoin d'être. Par exemple, la robe de Belle est très simple, juste une robe toute blanche. Ben parce que c'est Belle et c'est dans son caractère d'avoir une robe très simple. On comprend que c'est une fille très simple qui se contente des petits bonheurs de la vie. Et ben du coup sa robe qui est en totale opposition avec la robe de sa sœur. Elle, c'est froufrou, c'est volume, couleur criarde, tissu un peu satiné. On est vraiment les deux opposés mais qui vont très bien avec leur caractère. Et puis bien évidemment on a le costume de la Bête qui est incroyable, il est magnifique. Je me demandais vraiment comment ils allaient faire parce que la Bête, c'est un peu comme Shrek, c'est une créature que si tu fais ça pas bien, ça peut être très cheap ou très cringe. Là, ils ont vraiment assumé le côté mi-humain de la Bête dans le sens où en apparence c'est une bête mais au fond c'est un être humain et du coup on a ces vêtements de noble mais complètement distordus par cette fourrure de bête qui sort d'un peu partout. On a toute cette crinière de poils dans le dos de Kaplan, vraiment très impressionnante, très belle, qui lui donne vraiment cette forme inhumaine qui marche très bien. Mais là où le côté mi-humain se fait surtout ressentir, c'est vraiment dans son masque qui est là seulement sur la moitié de son visage, un peu à la fantôme de l'opéra, de sorte à ce qu'on puisse vraiment voir le côté humain dans la bête et puis le côté bête dans l'humain. Parce que bon, si c'est devenu une bête, c'est parce que l'être humain qu'il était se comportait un peu comme une bête avec en l'occurrence cette déesse de l'hiver. Esthétiquement, techniquement parlant, c'était très beau, très bien fait. Et puis même du point de vue plus poétique, plus métaphorique, ça a vraiment été pensé pour ça aussi et ça marchait de ouf. Personnellement, mes costumes préférés, c'est quand même les costumes de nos deux dieux parce que leurs costumes sont tellement beaux. Surtout elle avec sa coiffe comme ça, enfin c'est magnifique. Et c'est ça qui marche très bien parce que ce sont des dieux, ils doivent avoir des costumes du turfu. Je veux dire, c'est quand même des dieux, ils sont même au-dessus de tout le monde. Si eux sont pas fabulous, personne ne l'est. Et là du coup il l'était. Pour moi c'est vraiment les meilleurs costumes de la pièce. Et c'est normal parce que ce sont des dieux. Là où Belle, qui est simple, a sa robe blanche toute simple. Et pareil pour tous les autres personnages, tout était très bien. Après on a la déesse de l'hiver. Alors la déesse de l'hiver, son costume, je veux dire, on en parle depuis le début de la pièce, enfin c'est elle qui a maudit la bête, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs je m'attendais même pas à ce que ce soit un vrai personnage de la pièce, puis d'un coup elle apparaît, je me dis ok, d'ailleurs on va reparler de ça juste après. Mais son design, il m'a laissé un peu dubitatif, mais avec le recul, au final, je l'ai quand même bien aimé. Ouais, quand on la voit comme ça, on se dit ok, il y a ces oiseaux derrière elle, c'est sympa, mais sinon c'est la déesse de l'hiver, on s'attendait à un truc giga waouh l'hiver, un truc blanc en mode la Reine des Neiges quoi. Et puis du coup c'est un peu surprenant de la voir arriver habillée comme ça, c'est très simple, très épuré. Et du coup sur le coup on pourrait se dire c'est ça la déesse de l'hiver, ouais le style on passera quoi. Mais en fait avec le recul, c'est logique, parce que là on est dans un hiver pas sympa, on est dans un hiver qui a détruit la bête, c'est peut-être sa faute, mais un hiver qui a détruit la bête quand même,
un hiver qui peut potentiellement détruire les récoltes des villageois, un hiver qui peut être rude pour les gens là-bas qui n'ont peut-être pas de quoi se chauffer. Enfin, on n'est pas dans l'hiver magique de la Reine des Neiges, on est dans un hiver très concret. Et l'hiver très concret, qu'est-ce que c'est l'hiver? L'hiver c'est la mort de tout en fait. Et le fait qu'elle n'ait rien, qu'elle ait cette robe toute simple, ces corbeaux autour d'elle, qu'elle n'ait même pas de perruque, son truc sur la tête, on aurait presque dit qu'elle a oublié de mettre sa perruque, qu'on voit pas ses cheveux. En fait, tout ça c'est l'annihilation de tout, parce que l'hiver c'est ça que ça symbolise, c'est la mort. C'est pas l'excès, l'opulence et le machin, non, l'hiver c'est le froid, c'est le malheur. Et son design en fait représentait tout ça, c'était presque un arbre mort, un arbre sans feuilles. Donc ouais, si pour le coup ça m'avait laissé dubitatif, au final je comprends ce choix de design. En fait c'est même très bien pensé au final, parce que ils auraient pu tomber dans la facilité et faire un truc très grandiloquent, lui mettre une belle perruque, des beaux cheveux, la déesse de l'hiver, celle qui est tombée amoureuse de la mort. Non, pas de la mort, de la bête. Ah mais je suis tellement matrixée par Elisabeth, c'est terrible. Oh mon dieu. Je disais donc, la déesse de l'hiver, celle qui est tombée amoureuse de la bête et que la bête a rejeté et il s'est moqué d'elle. Ça explique même pourquoi il s'est moqué d'elle, parce que c'est l'hiver. L'hiver, c'est pas, on parle pas du tout de ça dans la pièce, c'est moi qui interprète, mais l'hiver, c'est pas, comme je disais, c'est pas un truc positif, c'est pas l'été ou le printemps quoi. PTDR, enfin qui veut de toi l'hiver, désolé en plus, enfin ton vieux look qui pue la mort là, et du coup ça explique même pourquoi la bête se serait foutu sa gueule, alors que c'est quand même une déesse, enfin je veux dire, une déesse tombe amoureuse de toi, c'est pas rien quoi. Et ça apporte une profondeur qui aurait pas forcément été là si elle avait eu un costume un peu plus grandiloquent et qui aurait du coup été même un peu plus cliché. Donc au final, le costume de la déesse de l'hiver, je n'ai pas peur de le dire, je l'aimais bien. Voilà. En l'occurrence, le point négatif avec cette déesse de l'hiver, c'est que, en fait, le rôle n'aurait carrément pu pas être là de la pièce. Quand elle arrive dans l'histoire, elle nous fait clairement comprendre, à nous spectateurs, qu'elle a entendu parler des plans de la bête, de essayer de conjurer la malédiction grâce à Belle, et elle est là en mode, tu crois que tu vas conjurer ma malédiction comme ça? Après tout le mal que tu m'as fait, je vais ruiner tes plans. Déjà, juste ce concept là, je trouve pas ça logique, parce que c'est un truc pour le punir, il l'a rejeté, il s'est foutu d'elle. Elle se dit ok, t'es peut-être un beau gosse mais t'es un giga connard, maintenant que t'es moche on va voir si les gens vont encore t'aimer. Et si les gens t'aiment, d'accord, c'est comme ça. C'est ses conditions à elle, mais elle-même veut tricher sur ses conditions en essayant de contrecarrer ses plans, alors que potentiellement il y a quelqu'un qui pourrait peut-être l'aimer malgré son apparence. Donc déjà le fait qu'elle raisonne comme ça, je trouve que ça casse un peu la crédibilité du personnage. Ah oui, autre chose avec cette malédiction qui m'a un petit peu perturbé avec le recul, est-ce que cette malédiction était vraiment méritée? Là le truc il nous est dépeint comme la déesse de l'hiver s'est pris un vent, du coup elle a maudit la bête. C'est un petit peu dur juste parce qu'elle s'est pris un vent. Dans le film Disney, il nous avait clairement présenté le fait que la bête était quelqu'un d'horrible, même avant sa transformation, que c'était un être humain abominable, qui était insupportable avec tout le monde et qui méritait que ça. Là, dans la pièce, à aucun moment on nous dit vraiment à quel point c'était un être humain horrible, à part que juste il a rejeté la déesse de l'hiver. Alors le maudire juste pour ça, ça rend pas le truc giga crédible. Bien sûr, dans la pièce, il n'est pas du tout agréable ni sympathique, mais il est maudit. Tu m'étonnes qu'il ait la haine H24. Moi non plus, je serais pas au meilleur de ma forme si j'étais transformé en bête à cause d'une malédiction. Mais à aucun moment, on a vraiment l'impression qu'il méritait la malédiction tant que ça, qu'il était si horrible que ça en tant qu'être humain, à part le fait qu'il ait rejeté la mauvaise personne. Pour le coup, est-ce que c'est un problème de la malédiction, ou si c'est le personnage qui a pas eu assez de subtilité dans son écriture à ce niveau-là pour qu'on se rende vraiment compte d'à quel point il méritait la malédiction? Je ne sais pas, peut-être un petit peu des deux, mais ouais, je trouve que la malédiction, elle a pas vraiment de raison d'être si violente en fait de base. Et là où ça casse encore plus la crédibilité du personnage, c'est qu'elle va faire des plans pour contrecarrer les trucs, mais ces plans n'ont aucun impact dans l'histoire. Ils n'aboutissent à rien. Et le pire, c'est qu'il y a des trucs un peu dramatiques qui se passent, et ils auraient pu faire en sorte qu'elle interfère là-dedans, comme ça sa présence a quand même une utilité et un impact sur le scénario, mais elle n'interfère pas là-dedans. Les trucs concrets qui se passent, elle n'intervient pas dedans. Les seules choses qu'elle fait n'ont aucun impact sur l'histoire. Donc pour ça, je trouve qu'ils auraient même pas dû mettre le personnage, et c'est pas du tout à cause de la comédienne. Elle était à fond dedans, elle était bien dans son personnage. C'est une question d'écriture, ça marchait pas. Et autre chose qui me laisse un peu dubitatif avec sa malédiction, le fameux majordome qu'il y a dans le château de la bête, il faut savoir que c'est le seul serviteur qui est resté
malgré la malédiction. Tous les autres ils se sont cassés et à juste titre, qui voudrait rester dans un château maudit avec un patron comme ça. Mais lui s'il est resté, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est amoureux de son maître. Et il est toujours amoureux de son maître, même si son maître est sous forme de bête. Et du coup il y a un petit passage comme ça où elle reparle de sa malédiction, elle redit les conditions quand on l'aurait oublié, et elle dit il faut qu'il trouve le véritable amour, et puis elle rajoute en voyant le majordome, ce véritable amour doit être une fille, en mode je t'ai vu venir. La malédiction sexiste, quoi? Mais comment ça? Mais qu'est-ce que ça change que ce soit une fille ou un garçon? Enfin, hein? C'est trop bizarre de dire ça. Limite qu'elle aurait dû dire un truc, toi ça compte pas parce que tu le connaissais avant, qu'il soit une bête donc t'es biaisé. Elle aurait très bien pu dire ça. Pourquoi dire ah non faut que ce soit une fille? Ben mais ça change rien si quelqu'un est amoureux de lui d'un amour vraiment sincère. Enfin, que ce soit une fille ou un garçon. Enfin... Ouais, non, vraiment, là, avoir donné cette explication-là, ça donne juste l'impression qu'ils voulaient absolument faire un personnage gay qui soit amoureux de la bête, mais qu'ils se sont dit, ah mince, du coup, ça casse la malédiction, vu qu'il aime, faut trouver une excuse, bah, on a qu'à dire que, ah, tiens, ça marche pas pour les hommes, c'est que pour les filles, voilà, mais, non, mais si vous faites un truc, les gars, réfléchissez de manière logique, parce que ça, c'est un peu limite, quoi. Bref, pour moi, elle aurait pu trouver une autre excuse, surtout que l'excuse était toute trouvée, il le connaissait d'avant, donc il est biaisé par ça, potentiellement. Juste, j'ai entendu ça, j'étais en mode waouh, la malédiction homophobe. Et ça me permet de faire la parfaite transition sur l'autre truc que j'ai pas trop aimé non plus. Enfin, je trouve que ça apportait pas grand chose. C'est ce majordome. Le fait qu'il soit amoureux de la bête, enfin de son boss, c'est cool, mais ça apportait rien à l'histoire. Et je suis pas du tout en train de dire que oui non mais s'il y a des personnages gays dans une histoire, il faut que le fait qu'il soit gay ait une importance dans le scénario, hein, parce que sinon ça sert à rien. Non. Si ça avait été une fille et qu'on nous aurait balancé l'info que cette servante était amoureuse de la bête, j'aurais dit la même chose parce que ça n'a pas vraiment eu d'impact. Les seuls trucs que ça a apporté dans l'histoire, c'est cette condition sexiste de la malédiction qui a débarqué de nulle part. Et la fameuse chanson du majordome. Il aurait pu chanter n'importe quoi, n'importe quelle chanson émouvante par rapport au fait qu'il aime son maître, qu'il ose pas le dire et que c'est pour ça qu'il est resté avec lui malgré tout ce temps, malgré la malédiction, malgré son caractère. Il y avait plein de belles chansons à faire chantées par lui qui auraient pu être vraiment très émouvantes. Et ben la chanson qu'il chante, je suis désolé, déjà elle fait partie des chansons qui étaient un petit peu commerciales, enfin il y avait rien de vraiment commercial, hein. Et j'ai beaucoup aimé la plupart des chansons, mais il y en avait qui faisaient un peu plus pop, qui étaient un peu plus classiques comparé à d'autres. Sa chanson en faisait partie, mais c'est ce qui m'a surtout dérangé, c'est les paroles. En gros ça racontait, ouais je suis différent, je ne suis pas comme les autres, je l'ai toujours senti, nanani, s'il savait, machin, mais... Ouais bon, chanson de gay pas accepté sur 20 quoi, c'était très cliché et c'est dommage qu'il ait parlé que de ça pendant toute sa chanson. Oui d'accord t'es gay et est-ce que ton seul rôle se limite à être gay? Enfin là le sujet, on s'en fout que tu sois gay, le sujet c'est que t'aies des sentiments pour lui. Bon ok, il y a le fait que c'est un homme et que surtout à l'époque, il y a ça aussi, mais tout était basé que là-dessus. Et je trouvais ça dommage parce que là on est à 100% dans l'amour interdit et un amour interdit c'est tellement fort et il y a moyen de faire plein de trucs avec, et là c'était juste de je suis différent parce que je suis gay, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et encore une fois, ce n'était pas du tout, je ne blâme absolument pas le comédien. Le comédien, il gérait de ouf, il était très honnête, très sincère, même pendant cette chanson on sentait vraiment que ça lui faisait mal, mais la chanson en elle-même, bah moi... j'ai pas trouvé ouf. Alors bonjour, ici Jean-Michel Comédie Musicale qui est en train de monter sa vidéo. Et je réalise que j'ai oublié de parler d'un truc. Là je parle du pasteur en disant qu'il veut absolument se marier avec Belle, que si elle refuse il fera sa vie en enfer, c'est ce qu'il dit dans la pièce, et je disais que ça se concrétisait pas et que j'allais en reparler plus tard, et j'ai oublié d'en reparler plus tard. Mais du coup c'est un petit peu comme les magouilles de la déesse de l'hiver. Le pasteur il dit oui je vais la forcer à se marier avec moi, et si elle refuse je ferai de sa vie un enfer, je dirai des choses sur elle et machin. Il dit ça au début. Jamais à aucun moment Belle n'accepte ni ne montre de l'intérêt pour elle. Il n'a vraiment à aucun moment de la pièce de l'espoir à ce niveau-là. Et il fait jamais de la vie de Belle un enfer. Enfin oui, quand il a l'occasion de faire des trucs contre la bête, à la fin quand il voit qu'il y a un truc entre elle et le prince maudit du château, là oui, enfin il fait quelque chose à la fin, il intervient sur un truc, mais sinon c'est plan machiavélique pour ruiner la réputation de Belle si elle veut pas de lui. Elle n'a jamais voulu de lui, il n'a jamais rien fait. Donc voilà, encore un truc qu'il a dit, mais au final... En revanche, quelqu'un que je dois vraiment saluer, c'est celle qui jouait la sœur de Belle, parce que pour le coup, entre Belle, qui est avec sa petite robe blanche, qui demande à son père de lui ramener juste une rose, et c'est très bien, et la sœur qui est avec sa giga robe à froufrou, qui elle veut que son père lui ramène une robe en velours de je sais pas quoi,
on est vraiment dans le cliché de celle qui est très superficielle et celle qui est très simple. Et on aurait pu être totalement là-dedans, mais elle a joué son personnage qui a priori est le cliché sur pattes de la meuf superficielle avec tellement d'honnêteté et tellement bien qu'au final on n'est pas du tout tombé là-dedans. On a vraiment de la sympathie pour la sœur de Belle et à aucun moment on la voit comme une meuf superficielle et cliché. Je veux dire, elle veut des beaux trucs, elle est pas contente d'avoir débarqué à la campagne parce qu'elle a plus d'argent. C'est pas pour ça que ça en fait quelqu'un d'insupportable, d'exécrable, de mauvais, de méchant, de giga superficiel. C'est juste quelqu'un de normal. Je veux dire, moi à sa place, je réagirais probablement comme elle. Enfin bref, son personnage qui aurait pu être très cliché, le cliché de la meuf superficielle pour qui on n'a aucune sympathie, bah c'était pas du tout ça, c'était pas du tout un cliché, c'était quelqu'un de très humain, un personnage très bien joué, très beau, très agréable, on sentait vraiment la complicité entre elle et sa sœur, vraiment très très attachante. Et malgré l'écriture du personnage qui était a priori écrit pour juste servir de contraste à Belle et qu'on apprécie encore plus Belle et qu'on soit plus en mode oh Belle elle se contente de tellement peu, elle est tellement meilleure que sa sœur. Là on n'était pas du tout là-dedans, juste elles étaient très différentes dans leur manière de voir les choses et l'une n'avait pas du tout raison sur l'autre. C'était très très bien géré à ce niveau là, donc juste chapeau à elle parce que je crois que sans son jeu ça aurait peut-être pas donné la même chose et on aurait plus vite tombé dans un cliché, donc voilà. Bravo. Enfin voilà, tout ça, c'était La Belle et la Bête au Théâtre du Parc. C'était magique, c'était féerique, c'était beau, les chansons étaient trop bien, on était vraiment dans une ambiance de ouf. Les décors, le jeu de tous les comédiens, parce que voilà, je ne mentionnerai plus Capeline et Romina qui encore une fois, voilà, une prestation du tonnerre. Les deux dieux là qui étaient hilarants, chaque personnage secondaire aussi, enfin tout le monde était à fond dedans. Malgré le fait qu'elle soit pas parfaite, c'était vraiment un super spectacle. Je suis infiniment heureux d'avoir été la voir, une super découverte. Encore une fois, bravo à toute la troupe qui ont fait un taf de dingue, c'était génialissime. D'ailleurs en ce moment il y a pas mal de musical reaction qui sortent parce que je suis en train de préparer la grosse vidéo anniversaire qui va sortir en retard, hein, parce que je suis bien gentil mais l'anniversaire de la chaîne c'était le 18 octobre, on est un petit peu en retard. Mais peu importe, là je prépare vraiment une grosse vidéo sur un sujet qui me tient très très fort à cœur et j'ai envie que ce soit giga qualitatif, j'ai plein d'idées, je vais ajouter plein de trucs par rapport au musical reaction, au musical review pardon que je fais d'habitude. Je veux vraiment vous offrir un truc que vous allez kiffer et je sais que vous allez kiffer, en tout cas j'espère. En plus j'ai une giga surprise pour vous à la fin de la pièce. Ah j'ai trop hâte que la vidéo sorte, mais là elle est en cours de montage et voilà, je préfère prendre mon temps et qu'elle soit bien faite. Je veux vraiment là je donne tout pour l'anniversaire, j'ai hâte que ça sorte, mais c'est pour ça qu'en attendant je vous laisse pas sans rien, je vous donne des petits musical reaction, c'est pour ça qu'ils s'enchaînent, hein. Je n'ai pas abandonné les musical review, hein, loin de là, mais là je veux faire un truc giga quali et elle va être un petit peu longue, du coup je veux marquer le coup, donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, je vous aurais fait découvrir une nouvelle comédie musicale, parce que je crois pas que beaucoup de gens l'aient vu, parce que c'est pas trop sorti de la Belgique a priori. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour faire connaître cette pièce incroyable qui en plus de ça n'est vraiment pas jouée longtemps malheureusement. Elle est jouée un petit mois, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas s'il sera rejoué par la suite. Mais ce serait vraiment dommage qu'une pièce aussi qualitative tombe dans l'oubli. Donc n'hésitez pas vraiment à partager ma vidéo pour donner de la visibilité à la pièce et m'en donner aussi par la même occasion, hein, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de mes aventures. Quoi qu'il en soit, c'était ma critique sur La Belle et la Bête. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.